Bien, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la suite de ce qu'on a fait donc la dernière fois. Et je vous fais un bref rappel de ce qu'on avait fait. Nous avions entamé le dernier chapitre qui concernait l'étude des vecteurs aléatoires et, pour être plus précis, des couples aléatoires. Après un premier paragraphe consacré à une introduction rapide, nous avions entamé l'étude du cas discret, c'est-à-dire du cas d'un vecteur aléatoire discret. Et à la suite de cette étude, on devrait aujourd'hui essayer de faire le même travail dans le cas continu, mais il m'a semblé plus intéressant avant de le faire, de faire un bref exercice, un exemple d'application pour qu'on voit un peu comment on utilise les différentes formules que nous avions données. Donc, on va commencer par donner l'exemple. Qu'on va appeler A, parce que bien entendu, il y aura un exemple B qui, lui, concernera le cas discret. Alors, dans cet exemple d'application, c'est-à-dire relativement simple, on considère donc soit x et y, deux variables aléatoires de loi conjointe de probabilité Alors, cette loi de probabilité se présente sous la forme d'un tableau, avec double entrée, l'une pour x et l'autre pour y. Donc, ici c'est x, ici c'est y. Alors, x et y prennent deux valeurs, c'est x égale 2, et x égale 1. Y, lui aussi, prend deux valeurs, c'est moins 2 et 2. Bon, on va corriger, on va redonner ces valeurs-là. Alors, ça nous rappelle un peu ce qui a été fait dans le cas discret, et c'est-à-dire qu'on va ajouter une colonne et une ligne, et on verra par la suite à quoi ça va correspondre. Alors, bien sûr, à l'intérieur du tableau, ce qu'on va mettre, c'est ce qu'on avait appelé, dans le cours, les PIJ. Donc, alpha, 1/8, un quart et un quart. Voilà. Alors, maintenant, autour de ces données, de cette loi, on va se poser un tas de questions au fur et à mesure et qui vont représenter l'étude de ce cas-là. Alors, bien sûr, on remarque qu'il y a la présence du nombre alpha dans le tableau qui est donc inconnu, et donc la première question qu'on va se poser, c'est d'abord, dans le petit a, c'est la détermination, donc déterminer alpha. Une fois qu'on l'a trouvé, la deuxième question, qui est naturelle, tout aussi donc naturelle, c'est de déterminer les lois marginales de x et de y. Donc, trouver les lois marginales. Petit c, une fois qu'on les a trouvées, on devrait pouvoir déjà, à ce niveau-là de l'étude,
Déjà faire une remarque. Alors, on vous demandera toujours, que peut-on en déduire? Et puis, enfin, dans cette première partie donc de questions, c'est bien sûr le calcul d'espérance de x et de y. Donc, calculer espérance de x, espérance de y, et on va voir que ça finira par servir à un moment donné dans le problème. Et puis, une variance, par exemple, variance de x. C'est juste pour se rappeler les formules. Alors, avant d'aller plus loin et donc de donner la seconde partie des questions qu'on pourrait se poser, on va donc donner la réponse à toutes ces questions. Donc, réponse. Alors, bien entendu, on va commencer par alpha. Alors, alpha représente une inconnue. Conclusion, il nous suffit de trouver une équation pour trouver la valeur de alpha. Comme alpha se rapporte au PIJ, c'est-à-dire les probabilités en chaque point, on sait que la propriété fondamentale d'une loi de probabilité, c'est que la somme des PIJ doit être égale à 1. Donc on sait que... Alors on dit somme des PIJ, mais en fait c'est une double somme, je vous rappelle, par rapport à I et par rapport à J. Nous avons là une équation, il est donc facile de faire le calcul. C'est-à-dire, maintenant toujours on donne la formule, ensuite on remplace chaque terme de la formule par sa valeur. Et ensuite, on donne le résultat. Donc, on en déduit que alpha est égal à 3/8. Voilà pour la valeur alpha. Maintenant, on va passer au petit b. On nous demande les lois marginales, ça veut dire qu'on nous demande les lois de x et les lois de y. Donc, on va commencer par trouver, donc trouvons la loi de x, la loi de probabilité de x. Alors je vous rappelle la loi de probabilité d'une variable, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité associée à chaque valeur possible de cette variable aléatoire x. On voit bien dans le tableau que x atteint uniquement deux valeurs, 1 et 2, et donc ce qu'on nous demande de trouver, c'est p de x égale à 1 et p de x égale à 2. Et en fait, la loi de x, on l'avait notée, je vous rappelle, pi point. Alors, on va donc rappeler la formule, la détermination de la loi. Hein, on sait que pi point, alors comment on raisonne? D'abord, on sait que c'est une somme des PIJ, ça c'est clair. Par contre, on a toujours un doute sur l'indice de sommation. On ne sait jamais est-ce que c'est un I, est-ce que c'est un J. Alors c'est très facile, il faut regarder que dans le terme de gauche, il n'y a pas de J. Conclusion, eh bien on va faire la somme sur J, parce que J doit disparaître. Voilà donc la formule générale, maintenant on va l'appliquer. Alors ce qui nous donne... Alors, P de x égale 1.
Alors, qu'est-ce que c'est que P de x égale 1? C'est P de 1 moins 2 pour y, plus P de 1, 2. C'est-à-dire 3/8 plus 1/4, et donc ça fait 5/8. Voilà pour la première, et pour la seconde valeur, P de x égale 2, c'est P de moins 2 plus P de 2. Ce qui nous fait 1/8 plus 1/4, ce qui fait bien entendu 3/8. Alors, je dis bien entendu parce que rappelez-vous, ça reste une loi de probabilité et que la somme doit faire 1. Alors, si on revient au tableau que nous avions donné au départ, ceci est représenté par PI point. En fait, c'est la troisième ligne qu'on obtient en faisant la somme sur la colonne, et ça nous donne ceci. Bien entendu, on en déduit que la colonne qu'on a ajoutée n'est rien d'autre que P.J, et que, bien entendu, la somme de tout doit être égale à 1. Voilà, pour la loi de X. De même, alors pour la loi de Y, donc la loi de probabilité de Y, là, bien entendu, c'est la formule P.J qui est égale, alors je vous rappelle toujours la même façon de raisonner, c'est la somme des PJ, et on remarque qu'à gauche il n'y a pas de I, donc le I doit disparaître, et partant on va faire la somme par rapport au I. Il en vient que P de Y égale à moins 2, bon c'est 1/2, et P de Y égale à 2, c'est aussi 1/2. Ça veut dire tout simplement que la loi de Y, c'est rien d'autre que la loi uniforme, ou si vous préférez, l'équiprobabilité, mais pour Y uniquement. Voilà donc pour la question B. Alors la question C qu'on nous a posée, c'est que peut-on en conclure? C'est-à-dire qu'il va falloir tirer une conclusion à partir de ce qu'on vient de déterminer. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a PI point, on a trouvé P.J, mais on a aussi PJ. Et donc, on voit tout de suite qu'on va devoir comparer PJ avec PI point et P.J. Je vous rappelle que c'était le dernier résultat du cours qui concernait tout simplement l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut vérifier est-ce que PJ est égal à PI point fois P.J. Et pour toutes les valeurs I et J. Ça, c'est pour montrer l'indépendance. Maintenant, pour montrer que les variables ne sont pas indépendantes, autrement dit, sont dépendantes, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre un contre-exemple, un I, un J, tel que PIJ est différent de PI point fois P.J. Si on arrive à le trouver, ça voudra dire que les deux variables sont dépendantes. En l'occurrence, on va remarquer, donc on remarque que, alors, on va prendre un petit exemple très simple, on prend P1 moins 2, qui est égal, je vous le rappelle, à 3/8. Ceci est différent de P1 point, qui lui vaut déjà 5/8,
que multiplie P point moins 2 qui lui est égal à 1,5. Donc il y a bien une différence, ce n'est pas nécessaire de faire les calculs, cela se voit tout de suite. Et donc, à partir de là, on en déduit que x et y sont deux variables aléatoires dépendantes. Bien, on passe maintenant à la dernière question de cette partie-là, qui concerne donc le début de l'étude, c'est le calcul de l'espérance, et aussi bien de x que de y. Alors là, ça n'est rien d'autre qu'une question qui se rapporte au chapitre précédent, qui concernait l'étude d'une variable aléatoire. Donc, on va juste rappeler rapidement. Alors, pour ce qui est de calcul de l'espérance de x, je vous rappelle, espérance de quelque chose, dans le cas discret, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de quoi? D'une valeur de ce quelque chose, c'est-à-dire une valeur de ce qui apparaît à l'intérieur de l'espérance, c'est une valeur de x. Or, les valeurs de x, c'est xi, que multiplie la loi de probabilité de la variable aléatoire qui apparaît dans l'espérance, et la variable aléatoire, c'est celle de x, donc c'est ceci. Voilà. Dans notre cas, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner xi fois pi point. Et ça va nous faire, alors xi prend la valeur 1 avec la probabilité 5/8 plus la valeur 2 avec la probabilité, de 8e. Et ça fait 11/8. Voilà pour l'espérance de x. De même, l'espérance de y, directement, c'est la somme des yj. Bien entendu, c'est la somme par rapport à j, puisque le j doit disparaître. P.j. Alors là, c'est la valeur moins 2 avec la probabilité 1/2 plus 2 fois aussi 1/2. Et donc, son espérance est nulle. Voilà. Il nous reste une question auquel on doit répondre, c'est la variance. Mais cette question-là, je vous la laisse en exercice, c'est relativement simple, il faut calculer le moment d'ordre 2, et après on en déduit la variance. Voilà donc la première partie de questions qu'on pourrait nous poser. On passe maintenant à la deuxième question. Alors la deuxième question, petit a, on va nous demander de calculer la fonction de répartition en un certain point. Donc, calculer la fonction de répartition du couple XY au point, alors par exemple, 3/2, 3. Je ne peux pas m'amuser à vous demander de déterminer la fonction de répartition en tous les points, parce que ce serait plutôt long, même si c'est simple. Voilà pour la première question. Le petit b, bien entendu, on va parler de la variable aléatoire conditionnelle. Alors bien sûr ici on a le choix, on peut considérer x conditionné par y, ça nous fera une famille de variables aléatoires, tout comme on peut faire l'inverse, y conditionné par x. Bien, on va choisir, on nous demande de déterminer la loi, donc de probabilité, bien sûr. Par exemple, de x conditionné par y. Alors, on a le choix, soit on fixe y en moins 2, soit on le fixe en 2. Bon, on va choisir 2. Alors, petit c,
ben on va nous demander de tirer une conclusion à partir de ce qu'on vient de trouver. Donc, c'est que peut-on en déduire? Et enfin, la dernière question, rappelez-vous, une fois qu'on trouve une loi, on peut chercher ses caractéristiques, une fois qu'on trouve une nouvelle variable aléatoire et qu'on détermine sa loi, il est naturel de chercher après ses caractéristiques, c'est-à-dire son espérance et sa variance. Donc, question D, calculer espérance de x conditionné par y égale à 2, ça c'est la première chose, et variance de x conditionné par y égale à 2. Voilà. Voilà donc la deuxième partie de question qu'on peut se poser sur les données que nous avons. Alors on va donc répondre à ces questions-là, mais le problème n'est pas terminé. Je veux dire par là que l'étude que nous faisons, l'exemple que nous faisons ici, on a posé toutes les questions qu'on pouvait poser au vu de ce qu'on a fait dans le cas discret. Mais en fait, on va voir par la suite qu'il y aura d'autres questions, mais cela, c'est au fur et à mesure de l'avancement du cours. Donc, cet exemple, on va le rappeler par la suite pour ajouter d'autres questions. On aborde maintenant la solution. Alors d'abord, bien sûr, on va donner la définition. On sait que, par définition, la fonction de répartition de xy au point 3,3, ça n'est rien d'autre que la probabilité que x soit inférieur à 3,5 et, rappelez-vous, hein, on ne lit pas virgule, on dit et, ça veut dire une intersection, y inférieur ou égal à 3. Alors, la solution pour la trouver, c'est relativement simple. On va faire le même raisonnement que nous avions fait en cours pour trouver la formule de la fonction de répartition. Alors, rappelez-vous, quand on regarde la probabilité qu'on nous donne ici, on remarque qu'à l'intérieur, il y a des inégalités. S'il y a des inégalités, ça veut dire qu'on nous demande la probabilité d'une certaine région. Cette probabilité ne peut être calculée que si on connaît parfaitement cette région, que si on détermine parfaitement cette région. Et pour la déterminer, c'est toujours la même technique. Pour déterminer une région, on cherche ses frontières. Donc la question qu'on va se poser, ça n'est pas de déterminer cette probabilité, c'est comment trouver les frontières de cette région. Et pour trouver les frontières, c'est très très simple. Une région quelconque, qui est donc définie par des inégalités, elle est limitée par des frontières qui sont données par des égalités au lieu que ce soit par des inégalités. C'est-à-dire que la région qui est là, elle est limitée par la première frontière, c'est x égale à 3,5, et la seconde frontière, c'est y égale à 3. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va sur un repère, bien sûr un repère du plan, on va d'abord placer le support du couple, c'est-à-dire les 4 couples possibles. Ensuite, on va tracer les frontières et enfin, on va trouver la région en question. Alors, on va faire un petit dessin. Voilà mon repère, y et x.
je vais placer les points. Alors, il y a le point 1, moins 2. Donc, disons que ici, c'est moins 2. Donc là, c'est 2. Et ça, c'est 1. Alors, le premier point, le voilà. Voilà le premier point. Moins 1, 1, moins 2. Le deuxième point, c'est 1, 2. Voilà le deuxième point du support. Le deuxième point, le troisième, c'est 2 moins 2, donc il est là. Et puis, 2, 2, il est là aussi. Hein, je vous rappelle, le support contient 4 points. Ben, c'est normal, il y a 2 valeurs possibles pour x et 2 valeurs possibles pour y, donc ça fait 2 fois 2, 4. Voilà, j'ai placé les 4 points du support du couple. Maintenant, on va tracer les frontières. Alors, la première frontière, c'est y égale à 3. Elle est là. Ça, c'est y égale à 3. La deuxième frontière, c'est x égale à 3 demi, c'est-à-dire entre 1 et 2, donc la voilà. Alors maintenant, pour trouver la région, on lit x plus petit que 3 demi, donc c'est à gauche de cette frontière verticale. Et puis y inférieur à 3, donc c'est en dessous de cette frontière horizontale. Il s'ensuit que la région que je cherche, c'est la région qui est assurée ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points de cette région ne sont pas des points possibles. En fait, il n'y a que 2 points possibles dans toute cette région. Et donc, on a f xy au point 3 demi 3. Ça n'est rien d'autre. Alors, c'est la probabilité de cette région, c'est quoi? Ben, c'est comme cette région, c'est ce point ou ce point ou ce point. Et donc, ce sera la somme des probabilités. Alors, la probabilité du point où x égale 1 et y égale 2, donc c'est P12 plus P1 moins 2. Autrement dit, en fait, c'est P1 point. Et ceci, ça fait 5 demi. Pardon, je veux dire 5 huitièmes. Voilà pour la détermination de la fonction de répartition. On va maintenant passer à la question B, qui est qu'on nous demande de déterminer la loi de x conditionnée par x égale à 2. Donc, petit b, trouvons la loi de x conditionnée par y égale à 2. Alors, ça se fait de la même façon que pour une variable aléatoire classique. Trouver la loi d'une variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver la probabilité attachée, associée à chaque valeur de cette variable aléatoire. Or ici, la variable aléatoire, je veux dire ce qui varie, ça n'est pas xy, c'est x uniquement. Et partant, les valeurs de cette variable, c'est les valeurs uniquement de x, autrement dit 1 et 2. Donc, ce qu'on nous demande de trouver, en fait, d'abord, c'est la probabilité que la variable x conditionnée par y égale à 2 est égale à 1. Et ensuite, on nous demande de déterminer probabilité que x conditionné par y égale à 2 et que cette variable aléatoire est égale à 2. D'abord, on va écrire cette écriture qui peut paraître un peu
compliqué à comprendre. En fait, ceci, ça n'est rien d'autre que P de x égale 1, sachant y égale à 2. Et là, c'est une probabilité conditionnelle. C'était le premier chapitre du cours de probabilité que nous avons fait. Nous savons très bien, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de A. Pardon, P de B. Et donc, ceci se ramène à P de 1, 2 sur P de point 2. Voilà. Alors, P de 1, 2, c'est 1/4. P de point 2, c'est 1/2, et donc ça fait 1/2. Voilà pour la première valeur. Maintenant, pour la seconde valeur, comme on l'a dit, il s'agit de calculer P de x conditionné par y égale à 2, ceci égale à 2. C'est la deuxième valeur possible pour x. Alors, de la même façon, c'est P de x égale à 2 conditionné par y égale à 2. C'est-à-dire que c'est P de 2, 2 sur P.2. Alors, P de 2, 2, c'est encore une fois 1/4 sur 1/2, et on trouve encore une fois 1/2. On trouve encore une fois 1/2, mais en fait, c'était prévisible, je vous rappelle, hein, la somme devait être égale à 2. Alors voilà, nous venons de trouver la loi. Alors la question qu'on nous pose maintenant, c'est de déduire quelque chose. On vient de trouver la loi de x conditionnée par y égale à 2, on nous demande de déduire quelque chose, vous vous en doutez, ça a un rapport avec la dépendance. Alors comment? Eh bien très simple, on connaît la loi de x. C'est pi point, on l'a déjà trouvé dans la première partie de question. Là, maintenant, on vient de trouver la loi de x conditionnée par y égale à 2, c'est-à-dire la loi de x, mais conditionnée. Et donc, là, d'un point de vue logique, si x et y étaient des variables indépendantes, qu'est-ce qui se passerait? L'information y égale à 2 n'influe pas sur la loi de la variable aléatoire x conditionnée par y égale à 2. C'est-à-dire que si x et y étaient indépendantes, on aurait trouvé la même loi pour x conditionné par y égale à 2, on aurait dû trouver la même loi que pour la loi de x. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. Et donc, puisque la loi de x conditionné par y égale à 2 est différente de la loi de x, c'est-à-dire pi point, on en conclut forcément que x et y a influencé la loi de x, et donc x et y sont dépendantes. Donc, on remarque que la loi de x conditionné par y égale à 2 est différente de celle de x tout court. Donc, y a joué un rôle, et c'est-à-dire donc que x et y sont deux variables aléatoires dépendantes. Ce qu'on savait déjà, hein, n'est-ce pas? Pardon. Alors, il faut quand même remarquer une chose. Que se serait-il passé si on avait remis, du moins dans cette partie, la même réponse que celle qu'on avait donnée dans le premièrement? C'est-à-dire, on aurait dit, ah, on remarque que PIJ est différent de PI point
P.J, donc elles sont dépendantes. En fait, ça n'est pas la réponse qu'on attend de nous. On nous demande de tirer une conclusion du calcul qu'on vient de faire. Alors, cette réponse en question est correcte, mais dans notre cas, elle est fausse. Quand on nous demande de conclure quelque chose, c'est toujours à partir de la partie qui précède. Voilà. Enfin, on va maintenant calculer l'espérance conditionnelle de x conditionné par y égale à 2. Alors là aussi, on n'a pas besoin d'apprendre une formule. Il suffit de se dire que c'est une espérance. Et donc, on va agir de la même façon. C'est-à-dire qu'une espérance, dans le cas discret, on le sait, c'est une somme. Donc, on écrit somme. Ensuite, je vous rappelle, espérance de quelque chose, quoi qu'il puisse y avoir à l'intérieur. Espérance de quelque chose, c'est la somme d'une valeur de ce quelque chose. Or, quelles sont les valeurs de x conditionnées par y égale à 2? En fait, les valeurs, c'est les valeurs de x. Et les valeurs de x, ça n'est rien d'autre que xi. Voilà. Ensuite, donc, somme d'une valeur de ce qu'il y a dans l'espérance que multiplie la loi de probabilité, mais de quoi? De la variable qui apparaît à l'intérieur de l'espérance. Et là, il faut faire très attention, parce que la variable aléatoire qui apparaît, ça n'est pas x, non, c'est x conditionné. Autrement dit, la loi qu'on vient tout juste de trouver, c'est la loi de x conditionné par y égale à 2. Et donc, ça va nous donner x conditionné par y égale à 2, et bien sûr, au point xi. Alors, bien sûr, on voit bien que dans cette somme, il n'y a pas de j, il n'y a que des i, et qu'à gauche, il n'y a plus de i, donc on va faire la somme sur les i. Ça, c'est pour la formule. Maintenant, l'application, elle est beaucoup plus simple. xi prend la valeur 1 avec la probabilité 1/2, et xi prend la valeur 2 aussi avec la valeur 1/2. Et donc, ça fait 3/2. Voilà pour l'espérance. Alors, on nous avait donc demandé l'espérance, mais on nous a aussi demandé la variance. Donc, de plus, pour ce qui est de la variance de x conditionnée par y égale à 2, dans le cours, on n'a pas donné la formule, et pour cause. D'abord parce que c'est la variance d'une variable, et non pas d'un vecteur, et la variance d'une variable, on sait ce que c'est. Par définition, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous le rappelle qu'une variance de quelque chose, c'est le moment d'ordre 2 de ce quelque chose moins le moment d'ordre 1 au carré. Donc, ceci, ça n'est rien d'autre que espérance de x conditionné par y au carré moins l'espérance de x conditionné par y égale à 2, le tout au carré. Alors, bien entendu, dans ce calcul de variance, il y a un terme qu'on connaît, puisqu'on l'a déjà calculé, c'est l'espérance. On vient tout juste de le faire. Il reste maintenant à trouver le moment d'ordre 2. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de x conditionnée par y égale à 2 au carré? Alors, bien sûr, le carré, il s'applique à qui?
Est-ce qu'il s'applique à y ou bien à x? Ben non, il s'applique à la variable. Or, ce qui varie, c'est x. Donc ceci, ça n'est rien d'autre que l'espérance de x au carré conditionné par y égale à 2. Et là, il suffit de raisonner de la même façon que nous avions fait dans le cas x conditionné par y. C'est une espérance, donc c'est une somme. Alors, une somme de quoi? D'une valeur de ce qu'il y a à l'intérieur de l'espérance. Or, à l'intérieur de l'espérance, les valeurs, c'est les valeurs de x, c'est-à-dire xi, mais c'est en fait les valeurs de x2. Et donc, c'est xi au carré par la probabilité de quelle variable aléatoire? C'est la variable aléatoire qui est dans cette espérance. Or, la variable aléatoire, c'est la variable x conditionnée et non pas x2. Voilà, égale à xi. Voilà, alors maintenant il ne reste plus qu'à remplacer. Alors ça va nous donner 1 au carré fois 1 demi, plus 2 au carré fois 1 demi. Donc ça fait 2 plus 1 demi, c'est-à-dire 5 demi. Voilà, maintenant on en déduit forcément que la variance recherchée c'est égal à 5 demi moins 3 demi au carré. Bon, 3 demi au carré, ça fait 9 quarts, donc 10 moins 9, ça fait 1 quart. On aurait même pu trouver l'écart type. Hein, je vous rappelle, l'écart type, ça n'est rien d'autre que la racine de la variance, et donc ça ferait 1 demi. Voilà, nous avons terminé la solution de l'exemple qui se rapportait à tout ce qu'on vient de faire sur le cas discret. Maintenant, on va aborder donc le cas continu. Donc c'est paragraphe grand 3, étude du cas continu. On va essayer de faire exactement le même plan de travail que dans le cas discret. Alors, par contre, on va ici faire la même remarque qu'on avait faite quand on avait abordé le cas continu pour une variable. Hein, je vous rappelle, on disait le cas continu, mais en fait, ce n'était pas le cas continu en entier, c'était le cas continu où x non seulement était une variable aléatoire continue, mais admettait une fonction de répartition qui était dérivable. On avait vu que cela n'avait pas d'importance en probabilité. Pourquoi? Parce que si la fonction de répartition n'est pas dérivable, sur certains points, on peut enlever ces points, car rappelez-vous que la probabilité associée à un point est toujours nulle dans le cas continu. Et donc, en fait, on avait travaillé dans le cas absolument continu. Et on va faire la même chose. Ici aussi, en fait, on va se restreindre non pas au vecteur aléatoire continu, mais au vecteur absolument continu. Même si on dira toujours par abus de langage cas continu, il ne faut pas oublier ceci. Alors ça correspond à quoi? On avait vu que le cas absolument continu, c'était le cas où la variable aléatoire admettait une fonction de répartition dérivable. Ça, c'était sur R.
Logiquement, parce que sur R2, on ne parle pas de dérivabilité, mais de différenciabilité, vous le verrez plus tard en analyse. Et donc, on devrait normalement exiger la même chose. En fait, pas tout à fait. Une condition un peu moins forte. On va tout simplement supposer que grand F, qui est une fonction qui est la fonction de répartition de V, admette des dérivées partielles d'ordre 2. Hein, on a déjà travaillé sur les dérivées partielles, même si vous n'aviez pas fait ça. Donc on supposera dans cette partie que V, qui est le couple XY, admette le couple XY, on va supposer qu'il admette une fonction de répartition grand F, je vous rappelle, telle que D2F sur X, pour le couple XY sur DX, DY, existe. Étant bien entendu que là où cette fonction n'existe pas, c'est des points dénombrables, on peut les enlever, cela ne nous dérange pas en termes de probabilité. Alors bien sûr, le problème qui se pose, est-ce qu'on parle de D2F, DX, DY, ou bien la dérivée partielle d'ordre 2, DY, DX? En analyse, c'est important, parce qu'il y a une différence, vous le verrez quand vous aborderez cette partie-là en analyse, mais nous, en probabilité, il n'y en a pas, parce qu'en fait, ces deux fonctions coïncident, sauf en quelques points, sont les mêmes, sauf en quelques points, et auquel cas, ces points-là, on ne peut les enlever puisqu'ils ont une probabilité nulle. Voilà donc dans quelle optique on se place. Hein. Et je vous rappelle que V est dit vecteur aléatoire absolument continu. Mais par abus de langage, on continuera à dire continu. Alors là, la condition qu'on vient d'écrire ici, elle concerne un vecteur aléatoire qui est composé de deux variables. Maintenant, si c'était un vecteur aléatoire composé de n variables, alors dans ce cas, on va exiger que la dérivée partielle d'ordre n de f par rapport à dx1, dx2 jusqu'à dxn, que cette donc dérivée partielle-là existe. Voilà. Alors, comme d'habitude, on va entamer, bien sûr, par le support. Donc, 3.1, support du couple XY. Alors là, nous sommes dans le cas continu, et donc le support n'est plus un ensemble dénombrable de points. En fait, ce sera une partie. Donc, dans ce cas, V ronde, car je vous rappelle qu'on l'avait noté V ronde, le support de V, noté V ronde, est une partie
de R2. Alors, bien entendu, c'est une partie de R2 et ça peut être tout R2. Alors, dans les exemples que nous aborderons, on verra les différentes parties dans les exercices. On verra le cas d'un triangle, le cas d'un cercle ou le cas d'un pavé, un rectangle. Hein. Bien entendu, des trois, on verra que le plus simple, c'est bien sûr le rectangle. Et on verra les raisons pour cela. Donc voilà pour ce qui est donc du support, hein, d'une façon donc générale. On sait qu'on ne peut pas parler dans un cas, dans le cas continu, on ne peut pas parler de probabilité, de loi de probabilité, parce qu'elle vaut 0 en chaque point. Hein, je vous rappelle, c'est dans le même cas pour le cas d'une variable aléatoire, et au lieu de parler d'une loi de probabilité, on va parler d'une densité de probabilité. Alors, quand c'est une variable, on dira densité de probabilité, et c'est ce qu'on avait fait. Dans notre cas, c'est une densité à plusieurs variables, et donc on va parler de densité conjointe de probabilité, c'est-à-dire commune. Donc, 3,2, densité conjointe de probabilité d'un couple. Donc on va donner la définition. Je vous rappelle que pour une variable aléatoire, la densité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la dérivée de la fonction de répartition. Seulement, quand on a deux variables, on ne peut plus parler de dérivée. Ben justement, ce sera la dérivée partielle seconde, mixte, hein, dont on avait déjà parlé. Donc vous mettez, on appelle, donc la définition, on appelle densité du couple, hein, on devrait dire densité de probabilité conjointe en fait. Hein. Densité, allez, on va changer. Allez. Donc densité conjointe, c'est-à-dire commune, de probabilité du couple XY, la fonction définie par alors pour la notation, je vous rappelle, on a noté petit f. Hein, une densité se note toujours petit f, petit g, petit h, alors qu'une fonction de répartition, c'est grand F, grand G, grand H. Hein, ça, c'est des conventions. Donc, la fonction définie par la densité du couple, ça n'est rien d'autre que la dérivée d'ordre 2 de la fonction de répartition du couple, bien sûr, par rapport à x et par rapport à y. Voilà. Voilà donc ce qu'est la densité conjointe de probabilité, c'est la densité du couple. Alors, bien sûr, elle va avoir une propriété fondamentale, donc les propriétés. Alors, il y en a une qui est évidente, c'est que c'est une densité f
Alors je mets V exprès, pourquoi? Parce que c'est valable quel que soit le nombre de variables aléatoires. Elle est toujours positive. Elle doit toujours être positive. Et puis la seconde, c'est que l'intégrale sur V ronde de FV en petit v dv est toujours égale à 1. Alors, il faut faire très attention à la notation que je viens d'utiliser. J'écris l'intégrale sur V ronde. Mais quand je l'écris, ça ne donne pas le nombre d'intégrales. Tout dépendra de V ronde. Si V ronde est une partie de R, ce sera une intégrale simple. C'est le cas d'une variable aléatoire. Dans le cas où V est en couple XY, à ce moment-là, V ronde est une partie de R2, et donc cette intégrale, en fait, il y en a deux. C'est l'intégrale, deux intégrales de f de xy en xy, et dv devient dx, dy. Alors, il faut aussi remarquer autre chose, c'est que on peut l'écrire ainsi, mais on peut l'écrire ainsi, c'est-à-dire intervertir le rôle de x et de y. Donc, bien sûr, arrivé ici, il y a un petit problème, c'est que vous n'avez pas fait les intégrales doubles. Et donc, on va apprendre à faire ce genre de calcul qui n'est pas très compliqué. En tous les cas, pas pour les intégrales que nous aurons à faire en probabilité. Alors, j'ai dit qu'on peut intervertir. C'est pas toujours le cas, hein. D'une part. Deuxièmement, il faut prendre des précautions, c'est-à-dire vérifier les domaines d'intégration. Alors, il faut savoir une chose, que quand on écrit intégrale double f dx dy, on ne fait jamais le calcul des deux intégrales en même temps. On fait une intégrale, ensuite la seconde. Alors, la première intégrale qu'on fait, elle est d'abord par rapport à x. Ensuite, par rapport à y. Par contre, quand je l'écris dy dx, ça veut dire qu'on va d'abord intégrer par rapport à y, et ensuite on va intégrer par rapport à x. Alors, est-ce que c'est important? Oui, parce que dans certains calculs intégrales, il y a un des deux qui est plus simple que l'autre. On verra sur des exemples, et vous le verrez sur donc des exemples. Alors, on va commencer justement par apprendre à faire une intégrale, une double intégrale, un exemple sur justement la détermination d'une densité. Et ça, ce sera dans le cours prochain, si vous voulez bien le partager. Voilà. On s'arrête là et je vous remercie de m'avoir encore une fois prêté attention.